Bien, chers amis. Bonsoir. On est heureux d'être avec vous ce soir. Bonsoir à tous. Et on va faire comme l'année dernière avec Jérôme Cécile Offray, le salut bhoutanais. Et avec des micros. Alors, à toi, Olivier. Alors, tu dois nous rappeler ce qui s'est passé dans un lieu important de France. oui, alors cette année, comme chaque année, nous venons ici grâce à Vera et à l'Explore et à tout le monde. Et cette année, pour la Société des Explorateurs, il s'est passé quelque chose d'un peu spécifique. Ouais. Tu as raison, cher Michel, c'est mieux. Et donc, cette année, il s'est passé une sorte de reconnaissance officielle pour la société, puisque depuis la naissance de cette société en 1937, il est de coutume que le président de la République française, quel qu'il soit, quelle que soit son obédience, remette à la science et à l'exploration un prix. Ce prix était et est toujours le prix Lyotard. Lyotard est un explorateur qui a été fort malheureusement assassiné en Himalaya pendant une mission. Et donc, la Société d'explorateurs, à l'époque, en avait fait un prix. Le général de Gaulle l'a remis, Georges Pompidou l'a remis, Giscard l'a remis, et puis après, pour une raison que j'ignore, car je n'étais pas tout à fait en état de prendre les rênes de la société, a disparu de la circulation. Et j'avais comme projet, non pas pour faire plaisir à je ne sais quel égo, mais parce qu'il fallait que la société reste à son rang, c'est-à-dire reconnue d'utilité publique et regroupant les plus grands aventuriers, les plus grands explorateurs et les plus grands scientifiques qui vont découvrir le monde, avoir une sorte de reconnaissance publique, et je pensais qu'il était important pour cette société de faire perdurer cette tradition. Donc j'ai demandé à l'Élysée de refaire et de remettre au goût du jour cette tradition, ce qui m'a été accordé. Je vous passe les détails, évidemment, ça prend un peu de temps, comme vous pouvez vous imaginer. Mais voilà, je voulais vous le signaler parce que ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que si l'État, encore une fois, quel que soit le président, remet une forme de reconnaissance à ce genre de société savante, c'est qu'il y a dans la société un besoin de reconnaître ses actions. Et c'est ce pourquoi je suis très heureux que ce soit se passe. Merci. Vera est là. Bien sûr. Les photos. Je m'explore. Allez, ah bah là, voilà. Maintenant, je vais donc appeler Michel Cornille, président des Lumières de l'Éden, Monsieur le maire, Alexandre Doriol, Arlette Salvo, Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué du cinéma, Arlette Salvo, première adjointe, Jean-Marc Martinez, conseiller délégué à l'environnement. Et Michel va ouvrir la soirée. Ouvrir le bal. Ouvrir le bal. J'étais aussi à cette soirée-là, et c'était extraordinaire. Le président a fait un discours, comme il l'est fait, somptueux, pour reconnaître justement ce besoin de voyage, ce besoin d'aventure qui doit nous animer tous à tout moment. Alors, j'ai l'habitude, en ouvrant cette soirée, chaque année, de parler des oiseaux migrateurs que sont les explorateurs. Cette fois-ci, je vais changer un peu mon discours. Je vais plutôt vous parler d'une rentrée des classes. Et c'est vrai que ces jeunes gens que nous avons là devant nous, ce sont des jeunes gens espiègles, et depuis 10 ans que nous les fréquentons, j'ai appris à les attendre en septembre et à retrouver mes petits camarades de classe avec leurs aventures. Je revois par exemple
Patrick Dexon en train de faire son petit bateau de papier. Je revois Alain Tixier me lançant des fusées. Je revois Rémi, je vois Éric Buffier. Je sais aussi que Jeanne Mascolo a séché l'année dernière la rentrée. Et je suis très content de vous revoir tous. Donc je suis certain que vous, avec Vera, bien sûr, Vera c'est la déléguée de classe, elle est toujours prête à serrer les rangs. Je suis sûr qu'avec Vera, nous avons encore cette année, pour la 9e année, un extraordinaire festival. Et monsieur le maire, je crois que vous pouvez être très fier que la Société des explorateurs français ait débarqué son bateau, ait amené son bateau à l'Éden, à La Ciotat. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez. Ben voilà un riche passage de témoins, Monsieur le Président Michel Cornille. Parce qu'effectivement, la fierté, mesdames, messieurs, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Madame la Première Adjointe, Mesdames, Messieurs les élus, et vous tous, chers membres, et oui, un peu de protocole ne faisant jamais de mal dans ce lieu ô combien chargé en symboles, puisque nous ouvrons naturellement le 9e festival Lumexplore, et c'est une belle gageure, effectivement, Monsieur le Président, et une fierté assumée et avérée depuis la 9e édition, qui corrobore, si besoin en était, que Lumexplore s'installe définitivement dans le paysage cinématographique ciotadin. Et nous, commune de La Ciotat, non seulement nous nous en portons garant, mais nous mettons tous les moyens nécessaires pour que vive ce festival et pour qu'il vive bien. Dans ce lieu ô combien chargé de symboles, rappelons-le, l'Éden que nous ne présentons plus, que nous juste aidons simplement à vivre, parce que l'Éden c'est quand même pas rien, Monsieur le Président, et c'est pas vous qui allez nous dire le contraire, nous sommes installés dans l'histoire, là, avec un grand H. Et quand un festival comme Lumexplore vient dans ce lieu chargé d'histoire, c'est la petite histoire qui rencontre la grande histoire, avec un festival digne de ce nom et qui, pour cette année encore, est suffisamment éclectique dans sa programmation, qui nous fait des voyages initiatiques de forme traditionnelle, nous faisons voyager de l'orbite au centre de la Terre, dans une temporalité aussi très grande de Néandertal, si je ne m'abuse, jusqu'à nos jours et plus. Et Dieu sait que lorsqu'on parle d'exploration scientifique et d'environnement, les Néandertaliens rabotés du cortex ont toujours un avis sur la chose. Et il est bon que ce genre de festival vive pour remettre un peu le centre du débat sur ce qui nous anime, l'instinct grégaire de préservation de notre environnement, mesdames, messieurs. Car au fond, le vrai débat, il est là. Comment est-ce que l'homme, dans toute sa dimension, peut être agréé à son environnement pour qu'il perdure dans le temps et pour qu'il puisse être rassurant et réconfortant. Alors tous ceux qui ont mis des courts ou longs métrages dans ce festival, tous ceux qui font vivre le village, tous ceux qui font vivre la BD, cette transversalité, là aussi bienfaisante et rafraîchissante, tous les artistes, au fond, que sont les cinématographes, qui portent leur sensibilité au plus haut, qui nous font vivre des films d'exception, des panoramas qui méritent de s'ancrer dans notre mémoire définitive pour que votre sensibilité, aussi belle et aussi intime soit-elle, vous puissiez nous la faire partager et la faire partager au plus grand nombre. Et si, au final, sur les 5000 visiteurs qui vont venir arpenter le village et toutes les activités inhérentes à ce festival, si une belle âme s'est convertie de néandertalien à homme bien pensant, on aura déjà fait l'essentiel. Je me porte à croire que nous sommes de naturel bien plus optimistes et que naturellement, il y en aura un bon millier qui viendront à la fois apprendre, à la fois comprendre et à la fois se dire que le meilleur reste à venir pour les générations futures, car il est important que puisse vivre notre planète. Et c'est vous aussi qui contribuez par vos films à rendre cette expression saillante à nos yeux et à nos cœurs. Merci à vous tous d'être ce que vous êtes et merci aux spectateurs d'aider à faire vivre ce festival. Il n'en a pas besoin maintenant, c'est un devoir et une obligation morale. Merci à vous tous. C'était le discours de M. le proviseur. J'ai oublié de citer le meilleur élève de la classe en géographie, Olivier. Olivier, c'est le meilleur en géographie. Il est passé où, Olivier? Ah, j'avais oublié. Alors, je crois qu'il faut ouvrir le festival maintenant. On en est bien là? Absolument, cher Olivier. C'est à moi que vous revient, c'est un signe honneur. C'est à vous de rouvrir le festival, absolument. Écoutez, donc au nom de la commune de La Ciotat, de tous ces élus ici présents, et de vous tous,
Mesdames, Messieurs, je déclare donc l'ouverture de ce 9e festival Lumexplore, édition 2024. Et chers amis, il faut savoir que notre société étant née en 1937 et que bien des gens s'étant succédés dans cette institution, il arrive parfois que les gens disparaissent. Mais ils disparaissent jamais totalement et parfois certains poussent le vice et le plaisir à aller faire des choses jusqu'à des âges très avancés. Et je vais appeler Vera pour faire un hommage à notre ami Maurice Tinet qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps et qui était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Oui, on a été très triste d'apprendre le départ de notre ami Maurice qui est venu très souvent ici à Lumexplore, qui faisait des expositions magnifiques dans la chapelle. Et c'était un homme vraiment très touchant. Alors, il nous a quittés le 30 août, à l'âge de 81 ans. Il faisait partie de la Société des explorateurs français et c'était également un sportif de haut niveau. Il a participé à 8 championnats du monde et d'Europe en triathlon, à un âge encore très avancé, jusqu'à ces dernières années en fait. On l'a accueilli donc de nombreuses fois ici et il nous a fait rêver avec ses magnifiques photos ramenées de ses explorations de tribus oubliées. Quand il arrivait près d'un village, il se mettait à genoux, la tête baissée, dans une attitude de soumission pour ne pas effrayer les habitants et il attendait qu'on vienne le voir. Cela résume l'homme. Ce désir de lointain l'a amené à rencontrer ces 30 dernières années de nombreux peuples au mode de vie traditionnel comme les Papous de Nouvelle-Guinée, les Kalinga aux Philippines, les Indiens d'Amazonie, les Aborigènes d'Australie et bien d'autres. À pied, à cheval ou en pirogue, Maurice Tinet a exploré le monde à l'ancienne, car pour lui la modernité donnait trop de fruits artificiels. Il a également réalisé des films sur ses expéditions. Nous l'aimions tous beaucoup, il avait une personnalité très attachante. Je rends aussi hommage à sa femme, la très discrète Christine, qui a partagé quasiment toutes ses expéditions. Attentive, dévouée, efficace, elle a été pendant 30 ans une observatrice privilégiée et un soutien sans faille. Voilà, cher Maurice, c'est pour toi. Alors, maintenant, en fait, je voudrais vous présenter, pour les remercier, nos partenaires. Alors déjà, je remercie Monsieur le maire, Arlette Salvo, Jean-Marc Martinez, Alain Tixier, pas Alain Tixier, non, Jean-Louis Tixier. Voilà. Je voudrais aussi remercier Emmanuel Pitiot et Nadia Dufort qui nous ont aidés toute l'année. Donc un grand merci pour votre soutien sans faille. Vraiment, c'est très agréable pour nous et très important. Je voudrais aussi remercier nos partenaires financiers. Alors, on en a 2 nouveaux cette année. On a le Parc National des Calanques. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui représente. Est-ce que vous voulez monter sur scène 2 minutes juste pour qu'on vous applaudisse? Et la Fondation François Bell qui, elle, sera présente seulement samedi. Et pour les anciens partenaires, l'Ifremer, Eric, si tu veux bien monter, Eric Buffier. Donc responsable de la communication Ifremer Méditerranée et Outre-mer. On a aussi le directeur du casino plein air, David Sebag, si tu veux bien venir. Emmanuelle Ragoni, qui est directrice du Crédit Mutuel. Alors, on a aussi le conseil départemental, mais ce soir, il n'y a personne pour le représenter. Et la Fondation Iris, avec Vincent Brinkmann. Voilà. Donc je vous remercie tous vraiment de votre soutien parce que sinon le festival est
Et je voudrais remercier aussi les partenaires de mécénat. Alors, je ne sais pas si M. Sakati de RTM est dans la salle, parce que je sais qu'il était en déplacement, ou M. Nicolas Covarel. Non, RTM n'est pas là, mais en tout cas, ils nous soutiennent chaque année. Donc, un grand merci à eux. Et puis, Stéphanie Bettoni, puisque maintenant, on a un partenariat avec Cultura. Donc, si vous voulez juste venir. Et Patrick Deixon avec le bateau 7e continent, qui est là chaque année. Patrick. Voilà, alors merci à vous, et puis merci. Ah oui, alors je voudrais remercier bien sûr l'Éden, avec Michel Cornille, évidemment, tous les bénévoles de l'Éden qui nous aident à réaliser ce magnifique festival, et tous les bénévoles de l'Unexplore. Est-ce que vous voulez venir sur scène, tous les bénévoles de l'Unexplore? Parce qu'il faut vous dire que l'Unexplore, c'est quand même une organisation très lourde. On passe toute l'année à travailler dessus. Donc voilà, c'est une équipe formidable, vraiment soudée, hyper motivée, qui sont devenus des vrais amis. Un grand merci à Lily. Tu es où, Lily? Voilà. Qui travaille toute l'année avec moi. À Catherine, qui gère les invités et la logistique. À Céline, avec les juniors. À Sandra, avec les stands. À Nicole, l'incontournable. Et à vous tous, vraiment une équipe de choc. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, je vais appeler le président du jury des films, François de Ribrol, auteur, réalisateur et lauréat du Grand Prix Lumexplore 2023 avec son film L'incroyable périple de Magellan. Vous voulez que je dise un petit mot? Alors, j'ai pas encore bonsoir. Je vous remercie d'abord de m'inviter ici, le cinéma, le festival. J'ai pas encore rencontré les membres du jury, qui sont Isabelle Coulon, que j'ai rencontrée il y a 5 minutes. Je viens d'arriver, donc tout ça est à chaud. Saléa Gerdan, Jeanne Mascolo de Philippis et Olivier Archambault, ça je le connais, j'ai déjà croisé. Voilà, en tant que président du jury, je donnerai une attention particulière au scénario. J'ai surtout... c'est des films qu'on va voir, même si le sujet est très intéressant et capital, même si ce sont des documentaires. J'aurai à cœur de regarder en particulier la narration de ces films. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Parce que ce sont quand même des œuvres cinématographiques, même si ce sont des documentaires, la plupart audiovisuels, d'après ce que j'ai vu dans la programmation. Voilà, j'ai hâte de m'enfermer pendant 3 jours dans cette salle pour regarder je ne sais plus combien de films. Et en attendant, surtout, on va demander à Isabelle Coulon, Sacha Gerdan et Jeanne Mascolo de Philippines, les 3 réalisatrices, de venir avec Olivier Archambault, encore une fois, pour les applaudir.
ils vont faire un travail de titan. Hein. Vous êtes prévenus, hein, vous le savez. Bon. Donc on peut vraiment les encourager. Et moi, je vais appeler Laurence, parce que dans notre festival, comme vous le savez, il y a bien sûr des films qui sont primés, mais il y a aussi des livres. Et Laurence est la responsable et la présidente du jury des livres. C'est un grand honneur pour moi. Merci. Du coup, je vais appeler Lily Legal, secrétaire générale de l'association qui gère Lumexplore, responsable édition, production et réseaux sociaux Lumexplore, et tous les autres membres du jury, Arlette Salvo, première adjointe au maire de La Ciotat, Catherine van der Linden, du cinéma Eden Théâtre, Hugues de Montal, bénévole Lumexplore, Hélène Canorgue, bénévole aussi Lumexplore, et Rémi Borédon, géographe, membre et trésorier de la Société des explorateurs français. Sur scène, s'il vous plaît. Parce que, quand même, nous aussi, on a le droit à des... On a lu des livres, on lit 5 livres, 8 livres. 5 cette année, 5 cette année. 5 cette année, dont un pavé de plus de 800... Combien 450 pages. Donc déjà, on a besoin d'encouragement. Parce que on a réussi. Et Lily va appeler maintenant donc le jury de la BD. Alors, je vais pas l'appeler, je vais le remercier. Nous avons, avec le prix du livre, nous avons aussi voulu nous tourner vers les jeunes et nous avons un prix de la bande dessinée. Chaque année, nous sélectionnons un jury composé de jeunes. Et cette année, particulièrement, ce sont des enfants qui font partie du conseil municipal jeunesse de la ville de La Ciotat. 9 d'entre eux se sont proposés pour faire partie du jury. On avait sélectionné 5 bandes dessinées qui tiennent plus du roman graphique, c'était du sérieux. Et ils ont lu ces livres et ils seront présents samedi pour la remise du prix. Ils vous diront un petit mot pour vous expliquer pourquoi ils ont choisi tel livre, mais je suis très fière que ce soit des jeunes ciotadins du conseil municipal qui se soient proposés. Voilà. Merci. Maintenant, je vais appeler le président du jury Lumexplore Junior, Éric Buffier, responsable de la communication Ifremer, Méditerranée et Outre-mer, pour nommer les membres aussi du jury. Bonsoir à toutes et à tous. Alors donc cette année, pour la 9e édition, le concours Lumexplore Junior s'est déroulé avec un super jury. Et il y avait dans le jury Céline Patsouri et Vera Frossard. Je ne sais pas si elles me rejoignent sur scène. Non, mais on peut les applaudir parce qu'elles ont fait un super boulot. Pour parler de ce fameux concours Lumexplore Junior qui est pour les jeunes. Alors nous, ça fait 9 ans qu'on est partenaire du festival Lumexplore à La Ciotat. Cette année, on se fait un peu discret parce qu'on fait un peu plus que 9 ans à l'Ifremer, on fête nos 40 ans. Donc on a un petit peu plus d'expérience dans le domaine de l'exploration sous-marine au niveau des 3 océans. Et c'est vraiment un événement qui nous tient à cœur parce qu'on est arrivé en 2016 sur le côté exploration sous-marine, parce que l'Ifremer est l'Institut français de recherche sur l'exploration des océans. Et nos engins, dont un qui fête aussi ses 40 ans, qui est le sous-marin habité Nautile, qui fête en 2024 ses 40 années. C'est un sous-marin qui peut aller à 6000 mètres de profondeur. Donc à 6000 mètres de profondeur, on peut couvrir 97% des océans. Donc on imagine la palette de panoramas biologiques et géologiques que l'on peut voir au fond des 3 océans Atlantique, océan Indien et Pacifique. Et pour le concours Lumexplore Junior, on est ravis parce que les jeunes, les collégiens, les lycéens, on avait commencé, vous rappelez-vous, en 2016 avec le rectorat, plutôt l'Académie d'Aix-Marseille et de Nice. Et puis les années qui sont passées, on est allé sur les 3 océans et l'année dernière, je vous disais qu'on est allé jusqu'au Pacifique.
Donc ça, c'est super parce que ça a continué. Donc vous allez voir des très beaux films pendant 3 jours avec des collégiens et des lycéens des 3 océans. Mais le grand écart que l'on fait comme les explorateurs, c'est que, moi je suis très fier, c'est qu'on est revenu aussi au local. Et on a des collégiens et des lycéens de l'Académie d'Aix-Marseille, même de La Ciotat, qui se sont entraînés cette année à concourir sur cette compétition. Et on est ravis parce que du coup on est allé très loin. Et je suis ravi de dire aujourd'hui que des élèves qui sont ici, qui habitent à quelques kilomètres, ont participé et ont fait de très beaux films pour le festival et pour le concours Lumex Sport Junior. Donc, voilà, vous découvrirez ça pendant les 3 jours. Merci. Alors ce festival, et ça c'est une partie qui est extrêmement importante parce que vous avez bien compris que ceux qui font leurs petits films aujourd'hui comme ça dans leur coin seront peut-être les grands réalisateurs de demain. Donc ça c'est fondamental. Et donc nous aurons 32 films projetés, des débats à la suite de la plupart des films avec les réalisateurs. Nous avons aussi un très beau salon du livre que vous avez vu commencer à poindre son nez dans la cour, où plein d'aventuriers viendront signer leurs livres, des stands gratuits sur l'esplanade en face de l'Éden, et 5 expositions également gratuites, un spectacle mercredi matin dans la salle de l'Éden, des jeux en 3D sous la tente des expositions, des conférences gratuites, la visite du bateau 7e continent de Patrick, et bien sûr, il y aura plein d'autres choses comme ça. Vous pouvez rencontrer tous les gens qui ont participé souvent à la production de ces films. Il y a aussi, en plus des réalisateurs, parfois des monteurs de ces films ou des auteurs qui mettent un livre avec le film et réciproquement. Et puis, vous aurez pour les plus jeunes que ça intéresse aussi un tout petit bateau qui va venir s'amarrer vendredi tout près du grand bateau de Patrick, qui est un doctorant en géographie qui va partir faire un tour du monde. Et vous savez quel est le sujet ? Comment les normes européennes sont appliquées dans les poussières d'empire de l'Europe. À mon avis, il y a du boulot. Ça va être assez marrant. Bon, bref, voilà. Donc, vous avez pendant 4-5 jours un formidable panel de choses. Et donc, Laurence. Et maintenant, j'appelle sur scène Patrick Dexon, le chef d'expédition du 7e continent. Ah, tu nous dis quelques mots quand même, toi aussi. D'accord. Moi, ça va être rapide, parce que sinon... Non, ben moi, je suis ravi d'être là chaque année, devant qu'on vient avec le bateau, c'est formidable. Par contre, j'ai appris ce soir qu'il y a beaucoup de bénévoles qui connaissent mal la pollution plastique, donc j'invite tous les bénévoles de Lumexplore à passer sur le stand, de prendre quelques minutes sur leur temps et de venir à notre rencontre pour qu'on leur explique ce qu'est réellement la pollution plastique. Voilà. Eh ben, merci à vous de passer nous voir sur le bateau. Il y a toute mon équipe derrière qui sera ravie de vous accueillir. Je ne vous entends pas. Voilà. Merci à eux et merci à vous. Bien. Bien. Ben maintenant, nous allons leur souhaiter un très bon festival. Ah, voilà. Bien vu. Alors, ce soir, comme c'est la soirée d'inauguration, on va vous présenter quelqu'un. Mais alors, vous savez, dans la vie, on rencontre plein de gens. Peut-être des milliers de gens dans la vie. Et puis il y a des gens, outre le fait qu'on les connaisse ou pas, c'est avec peu d'importance, qui vous marquent pour l'existence entière. Et puis il y a ceux qu'on ne connaît pas forcément, mais qui ont marqué la vie de milliers de personnes, sans forcément le savoir. La personne qu'on va vous présenter ce soir est un très grand physicien, un géologue, et un homme qui, dans l'œuvre de sa vie, parce qu'on peut parler de l'œuvre de sa vie, a réussi à trouver de l'eau pour des centaines de milliers de gens. Il a travaillé pour l'Institut de recherche de la NASA. Et il est avec nous ce soir, il s'appelle Alain Gachet, et je vous demande de lui faire un très bon accueil.
écoutez, je suis très, très ému de m'adresser à toute cette belle assemblée. Ému parce que d'abord je suis un nouvel arrivant dans ce club très sélect des explorateurs français. Et je suis né explorateur. Tout petit à Madagascar, mon père était officier des eaux et forêts, il explorait la forêt naturelle, je l'ai suivi dès l'âge de 5 ans, 4 ans, 5 ans. J'étais ébloui d'abord par la beauté du monde, ébloui. Et puis j'ai vite compris que si je voulais continuer à découvrir cette beauté, il fallait que je m'oblige à la discipline des mathématiques et de la physique. Parce que ce sont les clés de la compréhension du monde. Et donc, schéma classique, maths sup, maths spé, les grandes écoles, école des mines. Et puis après, l'exploration, je dirais, de l'infiniment petit avec la mécanique quantique, la physique nucléaire. Et j'ai décidé vraiment d'explorer la planète, qui me paraissait peut-être encore à mon niveau beaucoup plus enrichissant que continuer à travailler dans l'industrie atomique. Et donc, j'ai fait un grand saut, travaillé pendant 20 ans dans l'exploration pétrolière, à l'époque où j'étais encore fier de participer à l'émancipation, à la libération de notre pays, notre territoire, de l'indépendance énergétique des pays producteurs de pétrole. Il fallait qu'on soit producteurs nous-mêmes. C'était la période de reconstruction d'après-guerre, il fallait de l'énergie, etc. J'ai terminé donc directeur adjoint au Congo pendant la guerre civile, et là, j'ai compris que ma voie s'arrêtait. La guerre civile m'a révélé beaucoup de choses désastreuses, et donc j'ai quitté il y a 24 ans l'industrie pétrolière pour passer à l'exploration de l'eau. Alors je vous passe toutes les péripéties, mais j'ai donc utilisé toutes mes connaissances pétrolières, mes connaissances de physicien, pour travailler sur cette idée que l'eau, même si à l'époque elle n'était pas cotée en bourse, elle n'est toujours pas cotée en bourse, donc ça ne vaut rien. C'est ce que m'a dit un jour un cadre de Shell à qui je montrais mes premiers algorithmes. Alain, perds pas ton temps, tu es payé pour chercher du pétrole, l'eau ça ne vaut rien, il y a 24 ans. Et j'ai travaillé de mon côté pendant des années sur un algorithme combinant technique pétrolière, physique quantique. Et quand j'ai réussi à mettre au point cet algorithme, la crise du Darfour a éclaté, en 2004. Et les Nations Unies, qui savaient que je travaillais déjà sur l'eau, m'ont appelé en février 2004, je me souviendrai toujours. Alain, on a 250 000 bonhommes sur les bras, ils sont arrivés du Soudan, ils crèvent de soif. Nous, on fait du camionnage, on fait venir l'eau par camion. Les camions sont braqués, sont détruits, on tue les chauffeurs. Qu'est-ce que tu peux nous apporter? J'ai dit, écoutez, je viens d'inventer cet algorithme. C'est le moment ou jamais de savoir si ça marche. Mais alors passer de la physique, du concept, et se retrouver d'un seul coup sur le terrain, ça fait un drôle d'effet. Parce qu'on est dans un autre monde. Et là, je suis devenu un gibier. Au Darfour, j'étais devenu un gibier des cavaliers arabes. Un gibier, et avec les risques des mines antipersonnelles partout sur les pistes. Et pourtant, je savais qu'avec cette technologie-là, je n'avais pas le droit de reculer. La science doit servir, impérativement. Cette prise de risque, elle a été très positive, puisqu'en 4 mois, j'ai trouvé de l'eau pour 250 000 réfugiés du Soudan au Tchad. Et les Américains regardaient ça un peu perplexes, et devant le succès de la mission HR au Tchad, ils m'ont invité à Washington, où j'ai été audité, et au bout de 20 minutes, ils m'ont dit, bon, Alain, t'as l'air d'être un type honnête. Ton machin, il marche. Alors, voilà le budget pour le Darfour soudanais de l'autre côté de la frontière. Mais là, tu ne seras plus protégé par l'armée soudanaise qui organise le génocide. Alors, on va te mettre sous la protection des Nations Unies et tu fais ton travail. 6 mois après, il y avait de l'eau pour 3 millions de personnes.
Et 1700 puits ont été forés sur mes indications avec un taux de succès de 98%, ce qui m'a valu les honneurs de la NASA très vite. Alors la NASA a besoin d'un petit peu d'hurluberlu, comme moi, parce que je sors, c'est pas trop d'où je sors, mais bon, ils ont vu un type qui, utilisant les techniques spatiales, sauve des millions de personnes. Mais c'est très bien parce que ça permet au Congrès de voter des budgets pour la NASA. Donc, c'est comme ça que finalement j'ai été accueilli dans la grande famille de la NASA et que je continue toujours, bien sûr, à travailler avec eux. Alors, après Darfour, c'est pas le changement climatique induit des choses très graves. Régression des eaux de surface et paupérisation des populations, donc conflit autour des puits, migration. Et il y a une chose qu'on ne dit pas en Europe, mais qu'il faut répéter haut et fort. Les réfugiés qui arrivent sous nos ponts ont tous un point commun. Ils viennent de pays qui n'ont pas d'eau. Voyez les nationalités de tous ces gens qui sont sous nos ponts, ils viennent de pays qui n'ont pas d'eau. Or, après 30 ans d'observation de la planète, la NASA a démontré très clairement qu'il y a 100 fois plus d'eau en sous-sol que tous les lacs et rivières réunis à la surface de la Terre. Mais c'est une chance inouïe pour l'humanité. C'est une chance inouïe. Mais cette eau, où est-elle? Alors bien sûr, on la découvre par-ci, par-là. Autrement dit, l'algorithme que j'ai inventé en 2004 pour le Darfour, bien sûr, entre-temps, a été considérablement amélioré, mais ça nous permet d'éplucher la planète comme un oignon, d'enlever les couches superficielles et de voir ce qu'il y a en dessous. Et mon étonnement grandit d'année en année. Pourquoi ne fait-on rien pour développer ces ressources qui sont renouvelables? Et ça a fait l'objet de toutes mes recherches depuis maintenant 20 ans et applications. Donc avec le département d'État américain, on a cartographié l'Irak, tout l'Irak, la Somalie, le Kenya. J'ai continué moi-même sur le Sénégal, la Mauritanie, et puis avec les Américains, on est revenu sur le Niger, le pays le plus pauvre du G5 Sahel. Après 3 années d'études, est apparu comme le plus riche en eau de tous les pays environnants, avec des milliards de mètres cubes récupérables. De l'eau pour les pauvres, entre 5 et 20 mètres, et de l'eau pour les riches, pour la grande agriculture, entre 100, 200, 300, 400, 600, 700 mètres. Tout ça prouvé par forage. Autrement dit, arrêtons de nous lamenter devant le changement climatique. L'exploration du sous-sol ouvre des portes colossales pour arrêter ce malheur de la migration. Les ressources sont chez eux et dont-les à se développer chez eux. C'est un drame de migrer. Pour faire quoi? Ils perdent leur famille, ils perdent leur culture, alors que les ressources sont chez eux. Mais je crie, je hurle, j'écris des bouquins, je fais des films. Et c'est pour ça que je suis très très heureux d'appartenir à cette Société des explorateurs qui me permet de partager avec vous un langage que vous comprendrez certainement. Autrement dit, l'exploration, grâce à la science, aux nouvelles technologies, c'est quelque chose qui doit illuminer nos âmes. Parce qu'il y a des solutions. Je déteste le mot problème. Il y a simplement dans la vie que des questions et des réponses. Les bonnes questions amènent les bonnes réponses. Attention aux mauvaises questions. Merci Gérald. C'est absolument étonnant ce qu'on peut apprendre dans cette salle. Alain signera son livre après le très beau film que l'on va voir maintenant, qui s'appelle Les sorciers, les éclaireurs de l'eau. Sorcier, c'était parce que je pensais à Alain en fait. Les éclaireurs de l'eau, un film d'Emmanuel Cor, et produit par Cyril Danvers et Candice Souillac. On se retrouve avec un débat avec Alain après la projection. Merci.
lever un peu le voile. Je vais vous faire une toute petite présentation de 5 minutes. Je vais passer en plein écran. Oui, voilà, donc une nouvelle façon d'explorer le monde avec la physique, pour la recherche de l'eau. Suivante. Voilà, comme je vous le disais à l'instant, la toute petite bulle représente toutes les eaux de surface, lacs et rivières de la surface de la Terre, et la grosse bulle, c'est ce qui reste caché en sous-sol. Il y a un rapport de 1 à 100, quasiment, 3% sur 97%. Voilà, donc c'est cette eau-là qui m'intéresse parce que c'est l'eau du futur. Suivante. Et il faut dire aussi que l'explosion extraordinaire de la science permet d'avoir des satellites de plus en plus diversifiés. Ils nous donnent des informations sur la chimie de la surface du sol. Il y a des satellites qui pénètrent la surface du sol, qui font des échographies. Il y a des satellites gravimétriques pour le climat, pour les niveaux d'humidité atmosphérique, les précipitations. Je dirais que nous avons aggloméré tout ça, image suivante. Nous agglomérons toutes ces informations, vous voyez, détection, hydrologie, géologie, géomorphologie, etc., dans un seul sandwich qu'on va avaler d'un seul coup. Suivante. Alors, un peu de science pour dire exactement ce qui se passe. Suivante. Il y a des satellites radars qui orbitent régulièrement autour de la Terre. Alors, il y a différentes fréquences, un peu comme des ondes de télévision. Donc, les ondes de télévision traversent les murs. Les ondes radars vont traverser le sol jusqu'à une certaine profondeur, suivant leur fréquence. Pas très profond. Maximum 20 mètres pour les satellites civils. Les satellites militaires, eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont aussi beaucoup plus profondément. Moi, je me contente de ça. Suivante. Pourquoi? Parce que le radar, arrivé dans le sol, va faire vibrer les molécules d'eau. Et les molécules d'eau, c'est comme ça que vous faites la cuisine au micro-ondes. Qu'est-ce qui se passe dans votre micro-ondes? Vous mettez une baguette qui sort du congélateur, vous la mettez au micro-ondes, c'est un désastre. La croûte reste froide et la mie est bouillante. Immangeable. Ah, mais pourquoi? Pourquoi la croûte reste froide? Parce que dans la croûte, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas la boxe des molécules d'eau qui vont boxer les protéines ou l'amidon. Et c'est en boxant l'amidon ou toute autre matière que la chaleur va grimper. Et comme toute l'eau est concentrée dans la mie va chauffer, elle va être bouillante. Et je me suis dit, dans mon micro-ondes, en utilisant mon micro-ondes, vous mettez un verre d'eau dans un micro-ondes, vous pourrez faire l'expérience vous-même, c'est difficile à faire chauffer quand l'eau est pure. Mais si vous mettez de la matière dedans, prenons simplement du sable. Mettez du sable dans le micro-ondes, et vous allez voir que ça va chauffer plus vite. Parce que les molécules d'eau vont boxer les atomes de silice, qui eux sont inertes, et les coups vont créer de l'énergie. Ça va chauffer sur le ring. C'est exactement ça. Et je me suis dit, mais ces satellites qui orbitent autour de la Terre, si ils envoient leur rayonnement sur les rivières qui sont à sec, donc la silice, du sable, mais s'il y a de l'eau en cette zone que personne ne voit, les molécules, elles vont boxer la silice et ça va se voir, ça va s'entendre. Voilà, donc le résultat, suivante. Vous voyez, plus on s'enfonce, bien sûr, moins il y a de pénétration, moins la danse est intense. On va coder ce mouvement-là en couleur. Quand c'est très intense, on va le coder en jaune. Et puis, quand ça ne bouge plus du tout, quand il n'y a plus d'activité, on met ça en noir. Le résultat, allez-y, ça donne ces images merveilleuses que j'appelle les galaxies souterraines. C'est la réponse physique. Alors là, c'est une image qui fait 150 km de long, elle fait 80 km de large, mais là, je déroule le tapis sur des zones entières dans les zones désertiques, et c'est la signature spécifique hydrique, la carte d'identité de chacun des pays. Et je n'ai pas voulu garder ça pour moi trop longtemps, je voulais partager ces images avec vous, elles sont uniques, vous ne les avez jamais vues. Mais ça, c'est la signature spécifique. Alors, les foreurs, on monte cette image sur un GPS, il y a une précision de 6 mètres là, dans le monde entier. Et là, on leur dit, visez le jaune. C'est là que
Visez le jaune, le message est simple. Visez le jaune. Le codage, je l'ai mis au point en observant les poissons sur les récifs, là où il y a le maximum de compétition, avec le maximum de belles couleurs très très contrastées. Et j'ai adopté la couleur des poissons de récif pour coder cette image-là. Ce sont les meilleurs codages que le bon Dieu nous offre. C'est pas la peine d'en inventer d'autres, c'est extraordinaire comme richesse. Donc voilà, codage récif pour mes images, mes galaxies souterraines. Sinon c'est du grisé. Donc là, suivante. Voilà, ça c'est quelque part en Mongolie. C'est des choses étonnantes qui apparaissent. C'est la signature spécifique de certains pays. Allons-y, suivante. Voilà, donc j'ai décidé d'en faire une exposition, d'ailleurs, que j'expose en ce moment à Tarascon. Une exposition d'œuvres d'art. Je ne suis que le modeste interprète de la création. C'est de l'interprétation, j'ai rien changé. C'est un message brut, reçu des profondeurs. De la profondeur, la lumière et l'eau. On est dans la Genèse, on est dans un récit de la Genèse quasiment. C'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. C'est un cadeau que nous fait cette nature, qui est merveilleuse. Et ça révélé par, je dirais, l'agitation, cette box moléculaire, ben, on est dans la mécanique quantique là, parce que ça renvoie des photos. Voilà, suivante. Alors tout ça c'est bien gentil, mais voilà, je montre tout le Kenya. On prend tout le Kenya. Voilà. Ici au Kenya, l'eau va se trouver entre 5 et 60 mètres de profondeur. C'est pas énorme. Mais ça sauve tellement de gens. Ça sauve tellement de gens. Suivante. Là, c'est un zoom. Vous voyez, l'eau est entre 1 et 15 mètres dans le jaune, entre 15 et 25 mètres dans le bleu clair, et ainsi de suite. Et quand c'est noir, ben, il y a peut-être de l'eau, mais elle est trop profonde pour qu'on la voie. Mais alors là, on a d'autres façons de chercher l'eau profonde avec un autre algorithme. Ça, simplement pour le plus rapide. Suivante. Voilà, exactement, une zone où il y a du jaune en dessous. Voilà à quoi ça ressemble en surface. Et je dis, bon, je voudrais lancer un forage dans cette zone-là parce que mon image me donne une réponse. Les autorités me disent, non, l'eau est salée, l'eau ne se renouvelle pas. Alors c'est pas la peine de faire le forage. Écoutez, c'est moi qui paye. Je casse ma tirelire familiale, donnez-moi l'autorisation de forer. Et on discutera après, parce que vous croyez, moi je suis dans la science, je ne crois pas, je veux démontrer. Je n'ai pas de croyance, je n'ai qu'un seul résultat. C'est le forage qui va me dire si j'ai tort ou raison. Suivante. Voilà. Suivante. Et très vite, alors là je précise bien que c'est ma société qui offre ce puits. Vous voyez, au départ, on mobilise les femmes de la communauté. Voilà ce que c'est, ce sont des dunes abandonnées. Et puis, quelques semaines après, panneaux solaires, pompes solaires, distribution goutte à goutte par gravité. Et suivante. Voilà. Très vite, 8 semaines après, on assure l'autonomie alimentaire des communautés dans une zone où on me disait « Ne fore pas, l'eau est salée ». Voilà, ce ne sont pas des électeurs. Hein. Ça, c'est comme ça que mes collaborateurs, tous les matins, c'est écrit devant la porte du bureau, mets-toi ça dans la tête. Fais ce qui est nécessaire, pas utile, fais ce qui est nécessaire, parce que nécessité fait loi, c'est clair. Fais ensuite ce qui est possible, parce que c'est pas la peine de rêver à faire l'impossible. Fais ce qui est possible avec les moyens que tu as, et c'est comme ça que d'un seul coup, on va découvrir qu'on est en train de faire l'impossible. Alors maintenant, on peut voir le film. Au moment où on démarre le film avec Canal+, on ne sait pas qui. Moi, je sais qu'il y a de l'eau. Mes images, mes galaxies souterraines me disent qu'il y a de l'eau, mais personne ne croit. Donc, j'embarque la population dans cette aventure. Inutile de vous dire que je meurs de trouille. Parce que si je ne trouve pas d'eau, on me coupe la tête. C'est physique. On me tue. Alors, l'eau, j'étais sûr d'en trouver. Est-ce qu'elle serait salée? Ça, j'ai très peur parce que dans un rift, il y a de l'eau hydrothermale. On est dans le rift du Kenya. Alors, je leur ai dit, écoutez, moi, je vous ai apporté de l'eau.
Mais l'eau sera bonne à boire si vous le méritez. Donc, priez le Tout-Puissant. Et puis, la responsabilité, elle est sur vous, pas sur moi. Je ne veux pas qu'on me croûte la tête, donc j'ai la responsabilité. Donc, la qualité de l'eau, c'est vous qui l'avez. Si vous la méritez, vous aurez de l'eau. Je me suis défaussé de mes responsabilités avec cette astuce. Mais, je vous assure que quand vous avez des milliers de pères Dieu qui vous regardent, vous avez très peur. Mais quand on explore, on prend ses risques. Je suis à votre disposition, bien sûr, pour répondre à vos questions. L'eau se reconstitue en permanence? Alors c'est la première question qu'on se pose toujours. Et dans nos modèles, on ne s'intéresse qu'aux renouvelables. Et je n'aime pas qu'on parle de l'eau fossile, parce que l'eau fossile, c'est une eau morte. Et l'eau, quelle que soit sa profondeur, elle est vivante, elle bouge. Vous avez vu les galaxies souterraines, l'agitation moléculaire, c'est une chose, mais si l'eau est arrivée là, c'est qu'elle a un chemin pour être arrivée là. Alors c'est pas forcément un chemin vertical, la recharge verticale, qui est en général le fait de nappes superficielles. Ce sont la plupart du temps des recharges latérales. Or, dans notre approche globale, on ne traite jamais une image sur quelques kilomètres carrés. On prend, je dirais, une province entière, un bassin versant entier, et même souvent plusieurs bassins versants en même temps, parce que un bassin versant, c'est pour l'eau de surface, mais c'est pas pour l'eau profonde. L'eau profonde obéit à d'autres lois. Mais on sait d'où ça vient, et première chose, quand on a là, c'est pas un aquifère profond, il est à 40 mètres, pas plus, parce que ce qui a étonné tout le monde d'ailleurs, ils ne pensaient pas trouver de l'eau si proche. Mais là, c'est de la recharge verticale. Mais j'ai fait des forages en Éthiopie jusqu'à 700 mètres de profondeur. Premier réflexe, il faut la dater. Dater par les radioisotopes qu'elle contient. Alors souvent, c'est un mélange de dates parce qu'il y a différents cheminements pour le remplissage. Il y a soit les fractures, recharge verticale, soit les arrivées latérales de différentes régions, en fonction de la géologie. Et là, en Éthiopie, par exemple, dans la province somalienne de l'Éthiopie, 700 mètres de profondeur, l'eau avait 5 ans. On était tous ravis, parce que l'eau qui a 5 ans, c'est l'eau jeune. En Arabie Saoudite, quand ils font du blé sur les pivots d'irrigation, l'eau, elle a 25 000 ans. Là, ils prennent des risques considérables. Vous voyez? Mais malgré tout, cette eau, elle vient du Hedjaz en Arabie Saoudite. On sait que quand il pleut sur le Hedjaz, eh bien, il y aura un remplissage latéral qui va arriver jusqu'en Irak. Et j'ai traqué en Irak l'eau qui arrivait d'Arabie Saoudite via le Hedjaz. Vous voyez, mais elle est à 2000 mètres. Et cette eau-là, elle mettra plus de temps à se renouveler que l'eau qui est moins profonde. Avec un risque aussi, c'est que dans ce long cheminement souterrain, elle peut rencontrer des formations salines et à ce moment-là perdre en qualité. Mais c'est quand même tout de même de l'eau. Donc, si vous voulez, dans notre approche, on tient compte de la globalité du processus. On ne se contente pas simplement de proposer un forage. On sait exactement ce qu'il y a derrière. Et mieux que ça, on définit aussi les zones de recharge. Actuellement, au Niger, c'est un pays que j'ai entièrement cartographié sur 1 250 000 km², vous voyez, on prend des pays entiers. Ça m'a pris 3 ans, avec mon équipe. Et j'ai tout de suite compris que la zone la plus désertique, qui est le massif de l'Aïr, il y a beaucoup d'explorateurs qui savent parfaitement où c'est un désert absolu, eh bien, les galaxies souterraines de l'Aïr m'ont fortement ébranlé. Et j'ai vite compris que l'Aïr est un château d'eau. Eh bien, un château d'eau qui va, comme c'est un massif qui monte à 1200-1400 mètres, il récupère toute l'humidité de l'océan Atlantique et ça va précipiter. Et comme c'est un massif qui est entouré de grès, eh bien, voilà un magnifique, je dirais, ouvrage de recharge naturelle qui va permettre d'assurer la pérennité des nappes plus profondes à la périphérie,
300, 400 km plus loin. Autrement dit, les grands bassins sédimentaires, au cœur du continent africain, quand il y a des orages, et aujourd'hui nous sommes dans les extrêmes, il y a des orages extrêmes, des sécheresses extrêmes, mais ces orages extrêmes sont extraordinairement intéressants parce qu'ils vont remplir des aquifères mais sur des milliers et des milliers de kilomètres carrés. Voilà. Autrement dit, quand on analyse un peu la situation au niveau global, avec ces images-là, ce type d'approche, en tenant compte bien sûr de la géologie et de tous les paramètres physiques de la roche ou des roches qui constituent ces réservoirs, on a pu comprendre qu'il y a des zones de recharge naturelle et qu'on peut améliorer en freinant les flux avec des gabions. De même que nos ancêtres construisaient des restanques qu'on a abandonnés depuis la guerre de 14. Tellement d'hommes sont morts qu'il n'y a plus personne pour reconstituer les restanques. Mais ça fait vivre des millions de personnes pendant des milliers d'années, depuis l'invention de l'agriculture méditerranéenne notamment. J'étais en voyage récemment dans le sud de l'Italie, mais les restanques, ils savent toujours les entretenir là-bas. Et ce sont des pays très verts malgré les extrêmes climatiques. Et si on reconstituait nos restanques, ce sont des ouvrages de recharge. Ça ralentit l'érosion des sols, qui nous nourrissent, donc il ne faut pas laisser disparaître, se laisser éroder. Et puis ça va ralentir les flux, et ça va réduire les inondations en contrebas. Pourquoi toutes nos villes en Europe sont inondées? On a tellement construit de façon inconsidérée. On ne s'est pas occupé de la recharge, on ne s'est pas occupé de l'érosion des sols. On a saccagé le bocage vendéen, on a saccagé nos haies d'arbres, on a détruit l'environnement parce que toujours plus de terre, et agriculture extensive, etc. Il faut faire attention à quoi on joue quand même. Et reprenons observons le paysage antique en Italie du Sud et essayons de nous en inspirer. Alors on est incapable aujourd'hui de refaire un muret de pierre sèche. C'est très difficile de faire un vrai muret de pierre sèche, sans ciment. Eh bien faisons du gabion. C'est la version moderne des murs en pierre sèche. Et ça, c'est les gabions disposés aux bons endroits vont permettre réellement de changer profondément, je dirais, toute l'économie de nos pays européens. Et notamment sur le pourtour méditerranéen qui est soumis à des extrêmes extrêmement graves. Donc si vous voulez, ces études-là nous ont ouvert le regard sur des choses possibles, simples, le moins cher possible, dans lesquelles on peut mobiliser les populations pour remplir les gabions, par exemple. Bon, c'est un exemple par exemple. Par contre, c'est le géologue qui va vous dire, attention, c'est là qu'il faut mettre le gabion, et pas là. Donc on choisit vraiment les endroits où il faut le faire. Parce qu'on a compris le phénomène de la recharge par rapport relatif à un aquifère précis. Souvent, ce sont des multicouches, ce sont des multiples aquifères superposés. Donc, suivant la position de l'aquifère, on va positionner le gabion à un endroit particulier. Alors, un gabion, le nom d'un ingénieur français, Monsieur Gabion. Vous voyez sur les bordures d'autoroute, parfois, les murs latéraux sont consolidés, la roche dans un maillage de fer. Ça s'empile, comme un Lego. C'est ça un gabion. C'est simple et c'est génial. Ça remplace le muret de pierre antique, le muret de pierre sèche. Surtout pas mettre de ciment. Si vous mettez du ciment, ça va empêcher l'eau qui va monter et qui va effondrer tout l'ouvrage. Parce que l'eau, vous ne luttez pas contre l'eau. Vous luttez avec l'eau, mais jamais contre. On ne lutte pas contre les forces de la nature. On lutte avec les forces de la nature. Vous êtes perdant d'avance si vous luttez contre la nature. Vous êtes perdant d'avance. Alors luttons avec elle et de façon astucieuse. Alain, j'ai une question. Je suis de Patrick Lexon de 16e continent. On s'intéresse aussi à l'eau. Et nos études ont démontré que les nanoparticules de plastique s'évaporent, atteignent les nuages et intègrent le cycle de l'eau. Alors est-ce que cette eau est plus pure que notre eau de pluie? Déjà qu'une eau qui s'évapore, les plastiques, ils peuvent aussi effectivement partir avec elle, quoique j'en ai pas du tout l'expérience. Mais ce qu'on sait en général, c'est que l'eau des mers, évaporation, quand elle retombe sur Terre, elle peut être polluée surtout par des nuages liés à l'industrie chimique. Ça, c'est le gros danger, c'est le cas des pluies acides en Europe centrale. Mais sinon, l'eau qui tombe du ciel, on a de la chance, c'est au moins la chance qui nous reste.
c'est qu'elle est quand même beaucoup plus pure que l'eau qui stagne dans des marais ou dans des zones qui sont polluées. Alors, il y a des polluants qui vont repartir avec l'eau. Il y a des radionucléides qui vont repartir avec l'eau d'évaporation. Mais là, on rentre dans un mécanisme que je ne connais pas. Je n'ai pas étudié ce cas-là. Moi, je travaille dans des zones qui sont loin de toute zone de pollution industrielle. Je travaille dans les déserts, dans les pays les plus pauvres, où il n'y a justement pas d'industrie chimique. Donc, je n'ai pas vraiment ce problème-là. Mais de toute façon, plus l'eau circule, par évaporation, infiltration, etc., plus elle va se purifier naturellement, heureusement. On a au moins cette chance-là. Alors, l'eau profonde, elle a l'avantage, c'est que dans ce long trajet, il y a de la filtration qui se fait, et on a quelque chose de relativement pur, sauf si elle rencontre des masses salines. Et là, ça va dépendre de la géologie, bien sûr. Mais ça, on peut l'anticiper. Bonjour. Bon, c'est assez époustouflant. Vous nous avez rappelé que c'est en général l'absence d'eau qui crée la misère, que c'est la misère qui emmène l'exode, et c'est l'un des problèmes essentiels de notre civilisation. Vous n'avez pas manifestement la réputation d'un fantaisiste, vous travaillez à la NASA, donc de ce que vous dites est parfaitement, je pense, reconnu. Alors, question évidente que chacun doit se poser, comment se fait-il, devant cette solution ô combien salvatrice, que les organisations internationales n'aient pas encore décidé un plan, je dirais, de forage en suivant vos prescriptions? Ben, ça paraît un peu hallucinant tout ça. Qu'on reste dans notre marasme, quand il y a des solutions, ben, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont dû entendre votre message, on en est où? Enfin, ça paraît... Alors là, vous me posez une question qui est politique. Et moi, je ne fais pas de politique. Non, mais c'est pas... Là, c'est du bon sens. J'espère que la politique, t'entends, il y a un peu de bon sens. Je me bats depuis la crise du Darfour, avec les Nations Unies, avec l'UNESCO, qui m'a dit « Alain, si tu ne nous donnes pas ton algorithme, tu ne travailleras plus avec nous. » Je lui ai dit « Mais attends, les données, c'est de la recherche et du développement. » J'ai passé du temps. Si vous voulez l'acheter, peut-être, on va en discuter, mais vous me demandez comme ça le données, vous ne saurez même pas vous en servir. Il dit « Oui, mais dans ces cas-là, tu ne travailleras plus avec nous. » Allez comprendre ça. Donc j'ai arrêté ce genre de discours. Les gens, et notamment les gens de la NASA, le département d'État américain, m'ont vu travailler au Darfour, ah ben je travaille avec eux. Il n'y a aucune société européenne qui travaille avec moi. On n'est pas prophète dans son pays, visiblement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est hallucinant. Ma femme est là pour en témoigner. Alors, j'ai une équipe de chercheurs, de collaborateurs qui sont français, des femmes, mes Amazones de l'eau, parce que l'eau c'est une affaire de femmes. Quand je recherchais de l'or et des diamants, j'avais toutes les équipes masculines à mes côtés, et dès qu'on a commencé à chercher de l'eau, ils ont tous donné leur démission. L'eau ne nous intéresse pas. Mais j'ai découvert que l'eau est une affaire de femmes et que ceux qui me soutiennent sont des femmes. Alors, vous les hommes, essayez de les joindre, parce que j'ai besoin de vos aides, j'ai besoin de votre aide. Mais bon, je ne me plains pas, c'est-à-dire qu'on dit toujours que les premiers chrétiens sont toujours mangés par les plus gros lions. Alors je dois faire partie des premiers chrétiens, mais j'ai refusé de me laisser manger. Donc, non, je continue à travailler avec des gens responsables, qui ont de l'argent, qui payent les projets comme il faut, ça nous permet de nous développer. Et depuis ces dernières années, on s'est développé de façon prodigieuse. Mais le Quai d'Orsay ne m'a jamais demandé de venir pour parler. On touche à l'équilibre des États. J'ai été le conseiller du président Bazoum, avant le coup d'État. Avec lui, en tête à tête, dans son bureau, on s'apprêtait à préparer son plan quinquennal, parce qu'on avait toutes les ressources en eau mises à sa disposition. Et il y a eu le coup d'État, et on a tout arrêté. Parce que les Russes voulaient mettre la main sur le résultat pour exploiter l'uranium dans l'Aïr et pour donner l'uranium aux Iraniens. Voilà à quoi je suis confronté. Et l'eau, pas d'eau, pas de mine. Pas d'eau, pas de mine. Pas d'eau, pas d'économie. Donc c'est quelque chose qui est stratégique. Et heureusement que je suis protégé par les Américains dans cette affaire-là.
Mais que l'Europe ne réagisse pas, je ne comprends pas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et j'ai pas le temps de faire de la politique. Moi, je suis dans mon bureau avec mes équipes. Quand je ne suis pas dans mon bureau, je suis là où vous m'avez vu avec des populations que j'aide, avec des résultats. Mais ma mission s'arrête là. Ma mission s'arrête là. Mon fils prend le relais, avec le nouvel arsenal, développer une application sur un téléphone portable pour mettre ces études absolument énormes à disposition des utilisateurs de base, avec 5 $. Ils rentrent dans l'application, ils font le tour de leur propriété, parce que tous ces téléphones portables ont un GPS, ils envoient dans la base de données leur polygone, et on a automatisé tout le process, en disant voilà, là il n'y a pas d'eau, tu arrêtes. Ou alors s'il y a de l'eau, c'est à cet endroit-là, et entre telle profondeur et telle profondeur. Tout ça pour un coût entre 5 $ et 20 $. Et pardon, entre 500 $ et 2000 $. Des projets à l'échelle d'un pays, c'est 8 millions de dollars quand même. Hein. Gros boulot. Mais bon, donc on décline à différents niveaux. Mais c'est tout, le reste, on s'en occupe pas. On s'occupe de servir les populations avec des outils nouveaux. Et puis le reste, qu'est-ce que vous voulez? Les gens, ils ne se joignent à nous ou ne se joignent pas à nous. Je n'ai pas pour vocation de changer le monde. On a des technologies qui peuvent aider des gens, qui peuvent aider des populations. Ben c'est tout, allons-y. Et à la limite, ce que j'ai fait là, c'est sur fonds personnel, mais maintenant il y a des gens qui commencent à s'agréger autour de nos activités, mais dans le cadre d'une fondation. Voilà, qu'on est en train de constituer. Mais c'est tout. Si vous voulez, j'attends rien. Je n'attends rien, parce que ça doit venir naturellement, c'est tellement intéressant, c'est tellement important. Il y a des résultats en plus, si vous voulez, depuis la crise du Darfour, on a maintenant un cumul de 2700 puits forés sur nos indications, et on est toujours au même niveau des 98% de succès. Autrement dit, et maintenant on va plus loin, on sait où est-ce qu'il faut reforester. Et oui, ces galaxies souterraines, quand on les voit bien, c'est que l'eau n'est pas très profonde, mais c'est là qu'il faut reforester. Pas dans le noir des galaxies, dans le bleu et le jaune. Et ça, on ne le voit pas avec ses yeux. Autrement dit, la grande barrière verte africaine, si les gens ne veulent pas travailler avec nous, où est-ce qu'ils vont planter leurs arbres? Ben, il y a un taux d'échec de 95%. Cette grande barrière verte est en train de se casser la figure. Ça rappelle aussi l'électricité. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a des applications maintenant de plus en plus importantes. Reforestation, recharge naturelle, pas artificielle, recharge naturelle, utilisation de gabions. C'est ce qu'on avait proposé au Niger, c'est ce qu'on va proposer en Mauritanie, c'est ce qu'on a proposé, c'est en train de se proposer au Kenya. Actuellement, on a des pays phares comme ça dans lesquels on travaille, on a des correspondants et on bosse avec eux. Mais on ne plaît pas à ceux qui vendent de l'eau. Les camionneurs, les gens qui font du camionnage, mais ce sont nos ennemis. En Angola, je découvre, dans une zone où il y avait de l'eau contaminée au bord de la côte, des communautés de pêcheurs, je fais la cartographie de toute cette zone-là, je trouve de l'eau, une eau qui venait de 200 km à l'arrière, bon, j'ai le modèle, j'avais pas de foreur, je demande à une société d'ingénierie qui avait une pelleteuse de faire un trou à 4 mètres. Les journalistes étaient là, j'ai convoqué la presse, voilà, on va faire un trou là, avec la pelleteuse, même pas un forage. De l'eau jaillit du fond du trou, comme il y avait du choléra dans la zone, j'ai une pompe de filtration, je remplis mon verre, et devant tout le monde, je bois l'eau d'excellente qualité. Donc j'ai pu partager mon verre avec les journalistes. Et il y a un militaire qui est passé par là avec son camion, il dit tu arrêtes tout de suite, toi. Il vendait de l'eau à la population, il ne voulait surtout pas qu'on développe. Attendez, c'est un métier dangereux. Hein. C'est un métier dangereux. Voilà, la force de l'eau, c'est ça, mais il y a derrière des mafias, il y a des groupes, bon, etc. Moi, je n'ai pas vocation à changer le monde, j'apporte une technologie pour ceux qui la veulent. Ceux qui ne la veulent pas, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis... ça me dépasse. Et c'est pour ça qu'il faut... Et c'est pour ça que je suis triste de ne jamais avoir été invité au Quai d'Orsay. C'est pas faute d'avoir essayé, hein. Mais bon, à la fin, vous savez, j'aime pas mendier. C'est pas mon style. Donc, j'ai laissé tomber. Et puis, finalement, j'ai bien fait parce que j'ai d'autres gens vraiment très sérieux et riches qui m'aident.
Donc à faire mon boulot. C'est tout ce que je demande. Faire mon boulot. Pour arriver à faire réellement ce qui est nécessaire et ce qui est possible. C'est tout. Le reste vient tout seul. Merci, cher Alain. Encore une question, alors. Encore une question. Oui, bonsoir. Merci pour toutes ces informations. Je suis interpellée sur ce magnifique travail que vous faites pour rechercher de l'eau et la donner à des populations. En même temps, comme j'ai une sensibilité vraiment d'écologiste et d'environnementaliste, je sais que malheureusement, dans 2 pays d'Afrique à l'heure actuelle, l'un s'appelle le Zimbabwe et l'autre s'appelle la Namibie, on subit des sécheresses mais phénoménales. Des choix ont été faits de sacrifier des animaux sauvages au bénéfice des humains pour, entre guillemets, préserver la ressource en eau encore accessible, d'abord et avant tout pour les humains. Et je me dis que votre solution devrait très certainement être amenée en urgence dans ces pays-là, sur ces zones-là, parce qu'on ne peut pas sacrifier 700 animaux sauvages sous prétexte de sauver des vies humaines. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'il faut ménager la chèvre et le chou et ramener cette eau à tous ceux qui en ont le besoin, et le vivant dans son ensemble en a besoin. Merci beaucoup. Je partage totalement cette émotion et j'ai été bouleversé parce que Dieu sait que d'abord un éléphant ça doit être intelligent et sensible. Mais je vous raconterai une petite histoire que j'ai vécue quand j'étais en négociation pétrolière au Kazakhstan. Les grands dirigeants kazakhs ont levé le verre quand on est arrivé à la délégation française au nom des hommes, des forêts et de tous les animaux qui l'habitent. C'est le plus bel accueil que j'ai reçu dans ces pays-là. Je dois être un petit peu animiste moi-même, et je dirais que ça m'a beaucoup ébranlé. Il y a des populations animistes, comme au Kazakhstan, qui tiennent compte de l'équilibre entre les hommes, les forêts et les animaux. Si on ne tient pas compte de ces équilibres, nous nous condamnons de façon certaine. C'est pour ça que cette histoire de Namibie m'attriste énormément, et de mettre l'homme au-dessus de toutes les échelles de valeur, c'est un abus de confiance. C'est un abus de confiance. En Namibie, il y a quand même de très belles réserves naturelles que j'ai visitées avec mon épouse et mes enfants. Il y a des puits, des éoliennes, des puits qui marchent en permanence pour alimenter les animaux. Et ça marche en permanence, c'est alimenté par le grand aquifère du Kalahari, et qui marche très bien, qui se renouvelle bien. Voilà, donc si vous voulez, bien sûr qu'il y a des solutions, bien sûr que c'est infect de se comporter de cette façon-là. Et pourtant, ils l'ont fait. Et pourtant, ils l'ont fait. Moi, de France, qu'est-ce que je peux faire? Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? On peut en parler dans la presse, et après. Ce qu'il faut, c'est dérouler une action concrète sur le terrain, avec les fonds qu'il faut, avec les gens motivés qu'il faut, mais ça relève quasiment de l'autorité de l'État, parce que c'est de l'ingérence. Quand arrivé en force, moi-même, j'étais à la limite de l'ingérence dans ce que j'ai fait. De faire des puits moi-même, sans consulter l'État, j'ai juste demandé l'autorisation de forage, c'est tout. Mais c'est évident que ça a beaucoup courroucé les distributeurs d'eau. Et le gouverneur qui veut du pouvoir, il n'en a tiré aucun avantage. Parce que toute la population, elle est extrêmement remontée contre les autorités. Mais je ne veux pas non plus semer la rébellion et la sédition dans les provinces et dans un pays dont je ne suis pas citoyen. Vous comprenez, la position d'un inventeur comme moi est très 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 délicate. Et si je suis toujours vivant aujourd'hui, c'est que j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai vraiment pris des risques avec les autorités locales aussi, avec lesquelles je me suis sérieusement frité à plusieurs reprises. Bon, mais mon rôle, c'est de trouver de l'eau, c'est pas de me battre. C'est pas de me battre contre les individus, c'est de trouver de l'eau là où la population en a besoin. Le reste, qu'est-ce que vous voulez, ça va relever probablement avec la génération de mon fils qui prend un relais de façon assez astucieuse avec un téléphone portable. Là, on va pouvoir pénétrer le tissu social sans autorisation d'État. Ça pose d'autres problèmes, mais chaque individu aura la liberté de le faire. Et chaque individu demandera son permis de forage. Mais ils savent où forer déjà. Donc, on essaye de contourner le monstre étatique. Je ne suis pas du tout anarchique, hein.
il faut des États. Attendez, ne me prenez pas pour un anarchiste ou un... Non, je suis très respectueux de l'autorité de l'État. Il faut des États pour réguler surtout les puits anarchiques. C'est ça qui est important. En Irak, par exemple, avec la guerre, l'instabilité, l'Irak, les gens font des puits n'importe où, ils ne se soucient pas de dépléter le puits du voisin. Ils forent comme des malades, ils font leur agriculture, qu'ils vendent dans les supermarchés, et le reste peut s'effondrer autour d'eux. L'État ne joue pas son rôle. Au Kurdistan irakien, où là c'est beaucoup mieux géré, avec des cadres compétents formés en Allemagne, avec des loggers sur les puits, des observations régulières sur les puits, ils régulent vraiment la déplétion des aquifères, ils arrêtent quand il faut arrêter pour laisser le temps de recharge. Là, ça se passe très bien. C'est un État centralisé qui marche bien. Autrement dit, découvrir de l'eau dans un pays anarchique, c'est très dangereux. Les seuls forages vraiment valables que j'ai fait faire, je ne les ai pas fait faire dans le reste de l'Irak, je les ai fait faire au Kurdistan. La reconstruction des écoles et des villages, dans les villages détruits par Daesh, ça s'est passé sur les aquifères que j'ai découverts il y a maintenant 5 ans. 70 aquifères nouveaux que tout le monde ignorait en Irak. C'est un pays qui est clafoué. Il n'y a pas que le Tigre et l'Euphrate. Ça, c'est de l'autre surface, mais l'autre profonde, il y en a des quantités astronomiques. Et le Kurdistan et le château d'eau qui remplit tous ces aquifères dans la plaine irakienne. Voilà, c'était un peu une conclusion, à chaque fois. Donc, il faut faire attention à tous ces paramètres, mais moi, individu, maintenant, je suis très heureux de cette solution du téléphone portable, parce que ça va partir. On est en train de faire ce qu'il faut pour que ce soit... On a un port d'essai au Kenya qui marche très bien. Tous les jours, on a des bonnes nouvelles des utilisateurs qui disent « ça y est, j'ai tapé au but, là il y avait de l'eau salée partout, là on a tapé là où vous nous disiez, on a trouvé de l'eau douce, et puis les quantités sont telles qu'on va pouvoir alimenter le village. » Et les débits se maintiennent. Voilà, donc... Merci cher Alain, merci beaucoup. Si vous voulez... Alain a quelques livres ici, si vous voulez voir et acheter ces livres, ils sont là. Merci à vous et bonne soirée. Merci.